Bonjour et bienvenue dans cette matinale InnovaPress du 4 avril. Une matinale que nous commençons avec le BRS, le Bail Réel Solidaire. Ce dispositif qui a été mis en place en 2014 voit ses premières opérations sortir de terre. La promesse de ce dispositif, on le rappelle, c'est la dissociation du bâti et du foncier qui permet à des ménages modestes d'acquérir un bien à moindre coût, sans le terrain, qui lui reste la propriété d'un organisme de foncier solidaire. Et pour parler de ce sujet, je reçois Cécile Hagman. Cécile, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale de la Coop Foncière, un OFS francilien. C'est d'ailleurs le premier agréé de la région. Quelle forme prend cet organisme ? Alors la Coop Foncière, c'est un organisme coopératif comme son nom l'indique, c'est-à-dire que nous sommes une structure, une société anonyme de société à statut coopératif. Nous avons été créés à l'initiative de coopératives HLM, qui donc sont des spécialistes de l'accession à la propriété et qui ont décidé dès 2015-16 de se regrouper pour construire leur propre organisme de foncier solidaire. Donc la Coop, elle est issue de cette initiative, mais elle s'est élargie progressivement et aujourd'hui notre sociétariat regroupe à la fois des organismes HLM et des collectivités locales et aussi des partenaires. D'accord. C'est d'ailleurs une petite spécificité de votre organisme, c'est d'avoir rassemblé d'abord des opérateurs HLM, alors que sur d'autres OFS, c'est plutôt les collectivités qui avaient été sollicitées. Tout à fait, c'est vraiment une initiative HLM et on aime à se définir comme opérateur, donc OFS coopératif d'inspiration HLM, car c'est vraiment notre ADN. Donc on a effectivement créé une dynamique autour d'un petit groupe d'organismes qui s'est progressivement élargi. D'accord. Et quel impact du coup sur votre organisation par rapport à d'autres OFS ? Cette organisation, elle a un effet direct sur tout notre modèle de fonctionnement et tout notre modèle économique. Donc nous avons aujourd'hui des opérateurs qui sont nos principaux apporteurs d'affaires, nos principaux prospecteurs fonciers. Nous avons un modèle économique qui est totalement inspiré du modèle HLM, c'est-à-dire assez peu gourmand en subventions publiques, assis sur de l'emprunt de temps long auprès de la Caisse des dépôts et des consignations, donc sur les fonds d'épargne, et avec un modèle qui s'équilibre par la redevance foncière, donc par le loyer. Oui, ça, la redevance, c'est ce loyer en fait qui est versé par le ménage occupant acquéreur du bâti, qui donc verse un loyer pour le terrain, c'est ça ? Tout à fait. C'est ce qui vous permet de vivre en fait finalement. Tout à fait, la redevance c'est notre principale ressource, notre même unique ressource, outre l'actionnariat initial. Donc la redevance, elle doit nous permettre à la fois de rembourser nos emprunts pour l'achat des fonciers, de payer nos frais de gestion et puis de mettre un peu d'argent de côté pour faire face à nos charges futures, puisque en tant qu'organisme d'intérêt général, à but non lucratif, nous avons aussi une mission d'accompagner et de sécuriser l'accession à la propriété. Et donc, nous avons des obligations de mettre en place des clauses de rachat et d'accompagner nos ménages. D'accord. Alors, parlons un petit peu concret sur l'activité. Quelle a été l'activité depuis 2017, c'est ça ? Oui, tout à fait. On est à 4 ans et demi après notre agrément. Donc, notre activité, elle s'est bien engagée. On a aujourd'hui 21 logements livrés en 2 opérations, ce qui peut paraître peu, mais qui en même temps sont les seuls logements livrés en BRS en Île-de-France. Nous avons livré une opération en 2021 et l'autre en 2020. Nous avons aujourd'hui 900 logements en tout engagés. Nous aurons une autre livraison en 2022. Donc on est sur 35 opérations sur l'intégralité, sur les 8 départements franciliens, avec une activité qui est assez concentrée sur le cœur d'agglomération, puisque 75% de nos projets, de nos logements, seront aujourd'hui sur les 3 départements de Petite Couronne. D'accord. Parlons un petit peu des partenariats que vous passez. Donc, vous avez commencé d'abord à agréger autour de vous, les organismes HLM. Quels autres types de partenariats est-ce que vous avez passés et quels sont les autres types de partenariats que vous recherchez ? Bien sûr. Alors, pour amorcer une activité d'opérateur, d'OFS, alors que ce dispositif de BRS n'existait pas, il y avait quand même un levier important qui est le levier financier. Il fallait qu'à la fois l'OFS se finance pour pouvoir assurer un modèle pérenne. Et donc, nous avons un partenariat avec la Caisse des dépôts et des consignations qui nous permet d'avoir accès aux fonds d'épargne dans des conditions les plus avantageuses possibles. Mais il a fallu aussi travailler sur le financement de nos acquéreurs, puisque le bail réel solidaire, les banquiers ne connaissent pas forcément. On est sur une accession un peu particulière, vous avez dit, il y a une dissociation du foncier et du bâti. Donc, il a fallu aussi développer des partenariats avec des banques pour que nos acquéreurs puissent avoir accès à l'emprunt. Donc ça, c'est un partenariat important. Donc ça, c'est vraiment les 2 partenariats essentiels. Ce sont les partenariats de financement, un de l'OFS, 2 des acquéreurs. On a aussi un partenariat aujourd'hui avec Action Logement qui finance nos
nos acquisitions foncières. Et puis, on a des partenariats qui sont plus des partenariats opérationnels, à des visées de développement. Comme je vous le disais, on est une coopérative. En tant que coopérative, on peut intégrer au sein de notre actionnariat des partenaires, des collectivités. Donc, bien entendu, nos partenaires de développement principaux, ce sont les collectivités. On a bien entendu un attachement à avoir un dialogue régulier avec les aménageurs, mais aussi avec les promoteurs qui sont des acteurs du développement de l'offre en Île-de-France incontournables. D'accord. Et comment est-ce que vous sourcez vos fonciers ? Alors, nos fonciers sont essentiellement apportés par nos opérateurs HLM. C'est la force de notre modèle. 23 opérateurs HLM qui font de la prospection foncière et de la recherche d'opportunités pour nous. Ça nous apporte la sécurité d'avoir un nombre d'opérations important et on vise le développement de 1000 logements par an. Que ce soit eux d'ailleurs qui viennent avec un terrain ou que ce soit un terrain qui soit dans leur pipe, on va dire. Tout à fait. Ça peut être soit leur foncier propre sur lesquels on fait qui nous recède à la COP foncière et sur lesquels on construit des logements BRS, soit des fonciers qu'ils vont prospecter dans le diffus, soit des fonciers sur lesquels des consultations auxquelles ils ont pu répondre dans le cadre des grands appels à consultation des aménageurs. J'allais vous demander, est-ce que les aménageurs commencent à saisir cet outil BRS ? Oui, le BRS aujourd'hui devient un produit incontournable des consultations. On le voit à la fois auprès de communes, mais aussi des grands aménageurs qui mettent facilement entre 15, 20 et parfois plus 40% de logements en BRS dans les grandes opérations d'aménagement. Donc, on a aujourd'hui... Notamment sur les centres-villes, je suppose. Oui, et pas que, parce qu'on a aujourd'hui l'établissement public de Paris-Saclay, donc sur le plateau de Saclay, qui prévoit du BRS, l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée, les PAMarne, qui en prévoit aussi. Donc, on est sur plutôt des terres, des centres urbains, mais pas forcément le cœur d'agglomération. D'accord. Et quels autres relais de financement vous avez à votre disposition ? On est à 90% financé par de l'emprunt sur les fonds d'épargne ou sur les fonds d'Action Logement. Donc aujourd'hui, vraiment, nos financements viennent de là. On a très peu de recours à la subvention. Il nous arrive d'avoir des fonds qui sont minorés, notamment grâce à l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui soutient le BRS avec lequel on essaye d'avoir un certain nombre de projets de développement. Mais c'est l'essentiel de nos financements. Et sinon, ce sont nos opérateurs, qui sont nos coopérateurs sociétaires, qui, en fait, par des financements et des mécanismes de droit d'appui, en fait, partagent leur marge avec la COP foncière et nous permettent de recréer nos fonds propres et de réinvestir. D'accord. Cécile Hagman, merci pour ces précisions et on vous souhaite plein d'autres opérations avec la COP foncière. Merci à vous. Les services aux utilisateurs au sein d'actifs tertiaires figurent aujourd'hui parmi les critères de choix déterminants des sociétés. Parmi les propositions de conciergerie, fitness, wellness et autres, concepts bien souvent tirés du monde de l'hôtellerie, Moki cherche à insuffler une offre servicielle vertueuse et utile. Je reçois donc sa fondatrice Tamara Brisk. Tamara, bonjour. Rappelons un petit peu le contexte de création de Moki, s'il vous plaît. Donc Moki est né en 2019. C'était à un moment où on commençait à comprendre que les utilisateurs des immeubles, notamment de bureaux, mais maintenant on peut étendre cette idée à tout type d'actifs, commençaient à être plus exigeants sur leurs espaces de travail et les espaces qu'ils fréquentaient. Donc on parle du montée de coworking par exemple, un petit peu de télétravail même avant l'ère Covid. Donc on avait déjà cette exigence. On avait aussi les générations milléniales et génération Z qui commençaient à prendre le dessous, à être majoritaires dans cette force de travail. Au sein des sociétés. Exactement. Et donc, qui avaient d'autres valeurs et donc qui s'attendaient à autre chose dans leurs espaces de travail. Donc, c'est né en 2019 avec derrière ce contexte immobilier. En même temps, il y a un autre contexte, ce qui est que on a tous eu une prise de conscience assez récemment sur l'impact qu'on avait sur notre environnement, mais sur la société aussi. Et donc, ces générations Z et ces millénials, ils portent des valeurs et donc ils s'attendent à ce que leur lieu de travail soit aligné avec ces nouveaux valeurs et principalement avec la responsabilité civique. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous proposez au sein de vos espaces Moki et quel est votre positionnement Oui, donc
On est premièrement consommateur et donc au sein de ces espèces Moki, on propose une offre pour être consommateur responsable. Oui. Et donc concrètement, on a des endroits où les gens peuvent déposer leurs affaires dont ils se servent plus, pour revendre, recycler ou donner leurs anciens articles. Donc, on fait principalement du textile et de l'informatique aujourd'hui, mais ça a vocation de s'étendre à beaucoup plus de catégories. D'accord. Alors aujourd'hui, donc, vous êtes plutôt surtout sur des grands actifs tertiaires. Je crois que c'est à peu près quel est votre sweet spot, comme on dit? Donc, le sweet spot sont des immeubles qui font 10 000 mètres carrés ou plus. D'accord. Ou pour traduire ça en effectif humain, on cherche des concentrations de 1000 personnes ou plus. D'accord. Pourquoi d'ailleurs ce positionnement sur des grands actifs uniquement? Parce que pour faire de la logistique, parce que finalement Moki c'est un logisticien, et pour que ça soit plus efficace, réduire l'empreinte carbone, il faut avoir une masse critique. Et donc cette masse critique aujourd'hui c'est de 1000 personnes. D'accord, ok. Donc vous êtes sur des grands ensembles tertiaires, mais aussi sur des actifs mixtes. Vous avez passé un partenariat, je crois, avec Emerige et avec Nuveen pour Morlan Mixité Capital. Ça va être la première fois, du coup, que vous allez entrer dans un actif mixte qui va avoir quand même une grande partie dédiée à l'espace public, urbain. Comment est-ce que ça s'articule pour Moki? Oui, et donc on a pu expérimenter et déployer notre offre dans les immeubles de bureaux, où on a des grandes populations, mais des populations restreintes, donc 5000 personnes. Là, Nuveen et Emerige ont eu l'idée d'ouvrir les services de Moki au grand public. Et donc, les services de Moki seraient maintenant au service de tout Parisien qui voudrait utiliser les services. Ça s'inscrit dans le projet Morlan Mixité Capital, parce que ce projet a un très fort volet mixité, communauté, ouverture de la ville. C'est un projet avec la création d'une rue, hein, quasiment, qui traverse du coup l'ensemble. Oui. C'est ça. Non, et on va réinventer Paris, réinventer cette communauté-là. Et donc, Moki serait la plaque tournante de cette nouvelle communauté qui comprend l'hôtellerie, les appartements, les bureaux, le retail. Et donc, on aura un concept store de la consommation responsable. Vous avez parlé du retail. Est-ce que ça vous intéresse, le commerce? Parce qu'on le déploie du coup dans un actif mix, donc j'imagine que vous regardez les autres classes d'actifs maintenant. Mais tout à fait. Donc la vocation de Moki, c'est de démocratiser la consommation responsable. On devrait pouvoir consommer de manière responsable comme on consomme du Amazon aujourd'hui, avec la même facilité. Donc, il faudrait qu'il y ait un Moki dans chaque immeuble où il y a une masse critique. Donc, ça peut comprendre les centres commerciaux, ça peut être les grands hôtels, ça peut être des grandes résidences aussi. D'accord. Alors, bien évidemment, cette offre elle permet en tout cas aux propriétaires de l'actif de faire valoir une espèce de responsabilité sociétale, ou cocher en tout cas des critères ESG, peut-être rentrer dans l'ISR immobilier pour certains propriétaires. Comment est-ce que ce bonus, comment est-ce que vous le qualifiez, comment est-ce que vous le quantifiez surtout? Oui, je pense que la grande force de Moki, c'est qu'on quantifie l'impact de tous ces gestes. Donc concrètement, si vous recyclez un pull avec Moki, il y a un calcul qui est rattaché à ce geste pour dire grâce à ce recyclage, on va pas devoir produire autant de coton pour produire un autre pull aussi rapidement. Et donc, on quantifie cet impact. C'est là qu'est l'impact ESG, en fait. C'est là qu'il y a l'impact ESG, mais pas que, parce que quand on va recycler, reconditionner de l'informatique, il y a aussi un énorme travail d'insertion. Et ça aussi, c'est quantifié. Donc, il y a plusieurs volets de cet impact ESG, mais ce qui est extrêmement important, c'est que nous, on travaille en collaboration étroite avec l'ADEME, avec l'Institut national de l'économie circulaire, pour que cet impact soit mesurable, quantifié, validé. Et ensuite, l'utilisateur sait ce qu'il fait, c'est motivant pour lui de recycler, revendre, donner ses affaires, mais le propriétaire qui lui offre ce service peut ensuite se vanter
d'avoir propulsé la sauvegarde de milliers d'objets, l'épargne de centaines de tonnes de CO2, et aussi d'avoir créé et alimenté énormément de travail local pour des personnes en état d'insertion. D'accord. Tamara, merci pour votre témoignage et à très bientôt. Merci beaucoup. L'ASITL démarre demain et c'est le rendez-vous des professionnels de la logistique qui s'ouvre dans un contexte de marché à la fois en plein essor et en proie à de nombreuses interrogations. On va faire le point avec Patrick Romor. Patrick, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de la classe d'actifs industriels et logistiques de JLL en France. Alors, quelles sont les grandes tendances de ce marché ? On va parler plutôt du marché locatif, si vous voulez bien. Ok. Alors, la grande tendance, c'est une demande en forte hausse, et j'expliquerai pourquoi, avec une pénurie d'offres. Ça pose le marché. Ça pose déjà les bases. Alors, en matière de demande, on est vraiment lié à la transformation des modes de consommation. Aujourd'hui, on a une part du digital, de l'omnicanal qui monte chaque année dans le commerce de détail et qui structurellement nous oblige à avoir plus de mètres carrés pour répondre à cette évolution. Je vous donne quelques chiffres. Oui. En France, 14%, c'est le taux de pénétration du e-commerce, du digital dans le commerce de détail. Sur l'année 2021 ? Sur l'année 2021. D'accord. Et ces 14% ont généré 1,5 milliard de colis. Ces 1,5 milliard de colis, il faut les traiter dans des entrepôts. Et aujourd'hui, schématiquement, on a besoin de 3 types d'entrepôts. Les très très gros. Les XXL. Les XXL et 50 000. 50 000 et plus. Mm-hmm. C'est là où on va fabriquer les commandes, où on a les stocks et on va en fait ouvrir les colis, prendre des articles à l'unité et les mettre dans d'autres colis pour répondre à vos commandes, à nos commandes de consommateurs. Ensuite, on a des plaques d'aiguillage qui sont en général gérées par des professionnels du colis et des expressistes. Puis enfin, on arrive proche des villes pour aller dans les derniers kilomètres. Okay. D'accord. Et ça, c'est plus de 500 000 mètres carrés nouveaux qui ont été créés dans les 3 dernières années. Et on sait que pour faire $1 milliard de chiffre d'affaires dans un monde omnicanal, il nous faut 130 000 mètres carrés d'entrepôt. Donc, on a besoin de plus de mètres carrés. D'accord. Ça, c'est ce qui soutient notre demande. Et puis, dans le monde du B2C, mais également dans le monde du B2B. Parce que le plombier ou l'électricien, il aimerait aussi être livré sur son chantier. Il comprend pas pourquoi lui doit prendre sa camionnette tous les jours, faire 40 km pour aller dans l'agence, alors que chez lui, il se fait livrer à domicile. Pourquoi pas, dans mon monde professionnel, me faire livrer sur le chantier? Donc, c'est une tendance qui touche aussi le B2B. Donc, la demande, très soutenue. De l'autre côté, un problème d'offre. Vous savez qu'on a, et je crois qu'on l'évoquera probablement plus en détail parce que c'est essentiel, on a une loi climat qui dit plus d'artificialisation, la net zéro artificialisation des sols. Donc nous, il faut qu'on trouve des solutions. Donc tension sur ce marché. Et quand tension à l'offre. Tension à l'offre. Et du coup, croissance des loyers. Bien sûr. Donc des loyers qui ont commencé à atteindre les 50 € du mètre carré, à peu près partout généralisés dans toute la France. Un petit peu moins hors dorsale. En revanche, sur les marchés de la dorsale, oui. Et plus de 60 € en région parisienne. On a constaté à Réau en fin d'année dernière 61 € sur l'entrepôt, 63 en blended quand vous prenez la partie bureau. D'accord. Également. Ok. Alors, vous avez parlé un peu de la logistique urbaine. C'est vrai que c'est un des biens, on va dire, un des actifs, en tout cas, des sous-actifs ou sous-classes d'actifs, on va dire, de la logistique qui a le vent en poupe. Est-ce que ça se traduit déjà dans les volumes placés, dans les constructions neuves? Alors, ça, on essaye de le mesurer dans la demande placée parce que traditionnellement, Imostat, on regarde tout ce qui a plus de 5000 mètres carrés. C'est ça. Et donc, tracer. Ça tombe en dessous. Et ça tombe en dessous, donc c'est compliqué à tracer. Donc, on essaye tous, autant qu'on est, de tracer ces mètres carrés qui sont placés. Quand vous dites tous, c'est tous les conseils immobiliers. C'est tous les conseils immobiliers, absolument. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on peine, encore une fois, à trouver des offres qui puissent correspondre à une demande de logistique urbaine. C'est là où on regarde du coup des actifs, et c'est le côté sympa de la logistique urbaine. On regarde les parkings, on regarde des rez-de-chaussée d'immeubles, on regarde de l'ex-retail, on regarde
peu tout ce qu'on trouve et on essaye d'imaginer et de se projeter pour savoir et si je faisais de la logistique urbaine dans cet endroit-là. En revanche, ce qu'on voit également, c'est que les aménageurs dans les villes, par exemple Grand Paris Aménagement, réfléchit de plus en plus à prévoir des zones pour la logistique urbaine dans ces nouveaux quartiers. Ça se voit dans les projets. On commence à l'anticiper dans les nouveaux projets et on fait de plus en plus systématiquement une place à la logistique urbaine. D'accord. Donc, un marché en devenir qui pourrait prendre de l'importance. En construction, c'est certain. D'accord. OK. Revenons sur le zéro artificialisation net. Qu'est-ce qu'il en est en fait réellement dans la logistique? Parce que c'est vrai qu'on tape entre guillemets beaucoup sur la logistique qui est un gros consommateur de foncier. Est-ce que c'est réellement le cas? Alors, je vais vous donner 2 chiffres. Ouais. 1%, 78 millions de mètres carrés. En fait, 1% de 1% des terrains artificialisés. D'accord. La logistique représente 1%. 1%. D'accord. Je sais pas si c'est beaucoup. C'est vrai que de temps en temps, on fait des très très gros qui sont bien visibles. OK? Mais 1%, non, c'est pas la logistique qui artificialise les sols le plus. On y contribue, c'est certain. OK? Mais en revanche, on s'est engagé au niveau de la profession, à chaque fois qu'on construit un bâtiment, que ce bâtiment soit éco-responsable. Ça a été signé avec la Philog, qui est notre association, oui, mais également avec France Logistique. Et on a pris des engagements face au gouvernement. Donc ça représente à peu près quelle partie du marché, cet engagement? Cet engagement aujourd'hui, c'est la majeure partie des développeurs. Je crois qu'on doit être 70 signataires aujourd'hui. 70 signataires, ouais. Développeurs logistiques. C'est ça, développeurs, acteurs du monde de la logistique qui ont signé cette charte. Et ça passe par quoi, du coup, cette charte, en fait, cet engagement? C'est un engagement entre l'État et la profession, ouais, pour que la profession dise « je ne construis plus que des bâtiments éco-responsables », d'une part, et en engagement, l'État s'engage à simplifier les procédures administratives. Ok. On n'y est pas encore, mais on va y arriver. Je vous remercie en tout cas pour votre témoignage, Patrick Remord, et je vous souhaite un très bon ICTL. Merci, à très vite. Au revoir.